Les Aurès, une région de tout temps contaminable par les idées révolutionnaires. Pourtant, la guerre d'Algérie vient de commencer. Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, de minuit à 7 heures du matin, des bandes armées ont attaqué en 15 points du territoire. Bilan, 7 morts dont 5 Européens. Des dizaines de millions de dégâts. Il ne s'agit plus d'attentats localisés. Il semble bien qu'à travers toute l'Algérie, et spécifiquement dans ces lieux, en direction de Biskra, de Ganchla et de Batna, on ait voulu lever le peuple contre celui qu'on appelait l'étranger ou l'occupant, le français. Et il faut que les populations comprennent qu'elles doivent nous aider ou bien qu'elles s'exposent par la force des choses et malgré notre volonté à souffrir davantage. Et tous ceux qui seront surpris, agissant d'une façon évidente par le moyen des armes contre l'ordre, doivent savoir que le risque pour eux est immense. Ratisser, interroger. L'armée met en garde ces hommes qui, forcément, doivent être en contact avec les maquisards. Ces hommes dont on ne sait pas encore qu'ils vont être l'enjeu principal du conflit. Ces hommes qui ne comprennent pas pourquoi on les traite si injustement. Ces hommes, parmi lesquels, faute de trouver des coupables, on trouve des suspects. La population parisienne venue en foule au magnifique défilé des Champs-Élysées avait accueilli et acclamé avec une telle chaleur les représentants de son armée d'Algérie. Les accents lyriques de la propagande magnifient les paras. Là-bas, loin de la foule qui applaudit, la répression s'accentue encore. J'ai été sollicité comme chef de peloton d'exécution, je me suis enfui. Je me suis enfui, je me vois encore lorsque j'ai été invité à aller chercher mon armement et mon équipement pour organiser le peloton d'exécution. Je me suis enfui, on campait sous des tentes et j'ai été retrouvé par les gendarmes dans Colombéchard. Et comme j'en ai déjà témoigné, ma prison était le Djebel. Mais j'ai eu ce réflexe humain incontrôlé chez moi en me disant c'est pas possible, je vais être chef de peloton d'exécution. C'est aussi une gradation dans la prise de conscience à partir de l'horreur de ce qu'on nous a fait. Et là je me suis dit non, c'est pas possible. Donc j'ai été dégradé une nouvelle fois. Vous avez été dégradé parce que vous avez refusé d'exécuter un prisonnier qui avait été torturé. Oui, au prétexte qu'il était chef Félaga et que je devais accepter son exécution. Je l'ai aussi été pour avoir connu viol collectif, etc. et dénoncé. Mais par 2 fois, j'ai retrouvé les galons au combat et obtenu la médaille militaire et envoyé défiler à Paris devant le président de la République, René Coty, en juillet, le 14 juillet 57. Dénoncer la répression en 1957, c'est salir l'armée. Pourtant, après la guerre, le colonel Argout, officier de l'action psychologique, n'hésitera pourtant pas à revendiquer ces pratiques pour garder l'Algérie française. Ces élections capitales, je les faisais publiques, précisément pour obtenir le maximum de rentabilité de la mort d'un homme. Contrairement à beaucoup de mes camarades qui, si vous voulez, pour obtenir la même efficacité, un homme exécuté publiquement chez les Arabes a autant d'efficacité que 10 hommes exécutés dans la clandestinité ou derrière les murs d'une prison. Et je pratiquais la même chose, c'est-à-dire que non content de les exécuter publiquement, eh bien, je laissais leurs cadavres exposés sur la place publique.
Jusqu'à la fin de la guerre, l'atrocité va se perpétuer, comme en témoigne un commando de chasse démobilisé en l'automne 60. Le souvenir, je le cite, d'un sous-lieutenant qui avait égorgé un prisonnier, qui est revenu en échéance au couteau et qui a dit, ben lui, il a de la chance, je vais tourner la tête vers la Mecque. Voilà, c'était le type d'humour qu'on pratiquait. Alors vous imaginez un môme de 20 ans, soit il craque, soit il devient dur comme la pierre. La vie d'un homme ne comptait pas là-bas. Hein. Ça n'existait pas, un arabe égorgé, c'était un accident de parcours. Même pas un accident, ça faisait partie du... Moi j'ai vu, je l'ai dit et redit, j'ai vu, je crois, pas loin d'une centaine d'égorgements en un an de commando. Donc c'était une pratique plus que courante. Souvent, les égorgements commis par l'armée française étaient camouflés. Enfin camouflés. On mettait une pancarte autour du cou, traître au FLN, pour faire endosser le crime par le FLN. Après avoir obtenu mon brevet de saut-para, pour vous, anciens résistants, de savoir que certains officiers tolèrent ou ordonnent la torture, quel choc ça a été pour vous? Parce que vous l'avez vécu vous-même en Algérie, vous étiez en Algérie un moment. Oui, j'ai été en Algérie, enfin j'ai été peu de temps comme militaire en Algérie, mais j'étais surtout ministre des armées au moment où la guerre d'Algérie finissait de 1960 à 1962. Pour moi, dans un premier temps, ça a été incompréhensible. La torture est incompréhensible. Pour moi, que des officiers français pratiquent la torture, pour moi, c'était incompréhensible. Et dans un premier temps, j'ai d'ailleurs été sceptique. Mais j'ai bien été obligé de constater que mon scepticisme n'était pas fondé et que un certain nombre d'officiers, un certain nombre d'officines aussi, pratiquaient des méthodes absolument intolérables. Il n'y avait que deux issues à la colonisation. D'une part, l'assimilation complète, c'est ce qui a été fait avec les départements d'outre-mer, et je dois le dire, avec un certain succès, ou bien l'indépendance. Ce qui a été le cas en particulier pour l'Algérie, mais avant l'Algérie, il y avait eu l'Indochine, et avant l'Algérie, il y avait aussi l'indépendance des territoires d'outre-mer au sud du Sahara, qui avaient acquis l'indépendance en 1960. Et pour moi, c'était véritable, pour moi qui étais colonial, qui avait été gouverneur, c'était vraiment la seule issue possible à la guerre d'Algérie. Une guerre d'indépendance se gagne sur le plan diplomatique, quel que soit le sort des armes. L'Algérie est indépendante et retrouve sa souveraineté perdue en 1830 lors du débarquement français. J'ai quitté l'Algérie pour embarquement à Philippeville. Nous étions 800. Avant d'embarquer sur le paquebot El Djezaïr, un capitaine de nous dire quand vous rentrerez en France, ne dites pas que vous avez fait la guerre, mais la pacification. Ça, c'était le dernier choc insupportable. À ce moment-là, une rumeur parmi les rangs des libérés. Et le capitaine d'hurler que ceux qui ne sont pas d'accord fassent un pas. 800 pas se sont faits. Le capitaine n'était pas breveté para, il s'est tu, nous sommes tous montés dans le paquebot. Ça, c'était le dernier instant en Algérie pour nous. C'est pas pour autant que tout ce qu'on avait vécu restait là. La minorité européenne connaît un tragique exode. Les harkis, supplétifs algériens, eux, sont abandonnés à la vengeance populaire. Pourtant, les occasions n'ont pas manqué, au cours des premières années de guerre, pour parvenir à une décolonisation acceptable par les deux communautés. Les gouvernements successifs, par manque de courage et de lucidité, n'ont pas seulement ignoré la force du mouvement de décolonisation, mais ont sacrifié une génération. La France ne reconnaîtra qu'en 1999 qu'il s'agissait bien d'une guerre.